Bonjour et bienvenue aux entrevues menées par la chaire de coopération Guy Bernier. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mme Caroline Hussler, qui est professeure à l'Université Lyon 3. Bonjour Caroline. Bonjour. Et également avec M. Benoît Cray, maître de conférence à l'Université Lyon 3 également. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, vous venez nous parler d'un projet de recherche en fait que vous lancez en ce moment et qui porte sur l'institutionnalisation mouvementée de l'entrepreneuriat coopératif. C'est bien ça? Exactement. Pouvez-vous nous en dire davantage un peu comment ça se positionne? Tout à fait. Avec plaisir. En fait, ce projet fait partie intégrante de travaux de recherche qu'on mène auprès de la chaire Lyon 3 Coopération. Et il émerge d'un double constat, à la fois une évolution du cadre législatif en France et une préoccupation un petit peu plus de terrain. Si je reviens dans un premier temps sur l'évolution du cadre législatif, en fait, cet été, en juillet, a été votée la nouvelle loi ESS, donc économie sociale et solidaire, donc qui vise à reconfigurer le secteur et les acteurs. Et un des aspects qui figure dans la loi, c'est une volonté de développer le modèle coopératif. Oui. Donc dans ce contexte, il nous a semblé pertinent de nous intéresser aux mécanismes qui permettraient de stimuler cet entrepreneuriat coopératif. Et cette question nous a semblé d'autant plus urgente et intéressante qu'en même temps, notre expérience de formateur au sein d'incubateurs d'entreprises innovantes en France a fait émerger une problématique un petit peu nouvelle. Alors peut-être que je vais préciser ce que c'est qu'un incubateur d'entreprise. C'est tout simplement un organisme qui va être là pour accompagner les créateurs d'entreprises qui vont se présenter avec un projet, pas forcément encore bien ficelé, pas forcément encore bien défini. Et on va les accompagner en leur procurant des ressources physiques, techniques ou sociales pour mener leur projet à bien et aboutir à la création d'entreprises. Donc c'est vraiment un support aux entreprises coopératives. Exactement. Qui peuvent les aider à se former, à se développer, à s'établir. Et c'est pas uniquement, effectivement, et c'est pas uniquement jusqu'à présent d'ailleurs en France, pas du tout dédié spécifiquement aux entreprises coopératives, mais aux entreprises de toutes formes juridiques confondues. Parfait. Et justement, ces entreprises-là, et l'incubateur que l'on connaît un petit peu mieux, qui était des entreprises innovantes, fait face donc à une nouvelle problématique. C'est des porteurs de projets qui se présentent et qui hésitent justement quant à la structure juridique à adopter. Et justement semblent trouver un intérêt dans la forme coopérative, mais ne sont pas encore bien décidés sur la bonne forme à adopter. Et alors autant des coopératives, il en existe beaucoup en France dans certains secteurs d'activité comme la banque de détail ou l'agroalimentaire, mais là on a vraiment des secteurs d'activité nouveaux qui s'y intéressent, comme des nouvelles technologies, des informaticiens qui viennent, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les managers de ces incubateurs-là se retrouvent un petit peu démunis. Ils ne savent pas forcément apporter des éléments de réponse clairs et appropriés. Donc ça questionne un petit peu leur mécanisme d'accompagnement traditionnel. Et donc on s'est dit, tiens, essayons de nous replonger finalement dans ces incubateurs-là, dans leur rôle, dans leur histoire, pour essayer de voir si on ne peut pas les repenser, pour essayer de mieux répondre aux attentes et aux besoins des entrepreneurs coopératifs cette fois-ci. Voilà un petit peu pour le contexte. Puis j'imagine que de ce contexte-là, vous avez positionné des objectifs de recherche. Exactement. C'est ça. Alors effectivement, on a construit une problématique de recherche qu'on peut formuler de la façon suivante, à savoir est-ce que les incubateurs peuvent constituer les mécanismes d'institutionnalisation de ces fameuses coopératives. Donc par institutionnalisation, on entend très simplement la diffusion des coopératives et leur pérennité en fait. Alors pour expliciter peut-être un petit peu cette problématique, on a 3 sous-questions. Une première sous-question qui est est-ce que l'on peut identifier les freins au développement du modèle coopératif? Pour répondre à cette question, on peut poser déjà plusieurs hypothèses, à savoir que les entrepreneurs potentiels peuvent tout simplement ne pas connaître la forme coopérative. Tout simplement. Tout simplement. On peut poser d'autres hypothèses et ils en ont peur. Éventuellement, ils ne savent pas la mettre en œuvre. Et bon, cette hypothèse-là, elle paraît d'autant plus plausible en fait que y a plusieurs formes de coopératives. Au Québec, par exemple, vous avez les 5 types de coopératives. En France, vous avez les SCOP, les SKIC, etc., etc. Donc on peut se dire tout simplement que certains ne savent pas choisir, certains choisissent mal, par exemple. Voilà. Donc, pour ancrer un petit peu cette sous-question dans une revue de littérature un peu plus théorique, en fait, on s'appuie sur la littérature néo-institutionnaliste
qui est très pertinente en fait pour notre propos, dans la mesure où elle va s'intéresser aux facteurs d'institutionnalisation, précisément, de modèles organisationnels. Alors, sans rentrer dans les détails, mais pour faire un très bref historique, c'est une littérature qui a été très dynamique pendant très longtemps et qui a été contestée il y a de ça quelques temps. Et du coup, il y a eu une sorte de renversement de focale, en fait. C'est-à-dire que on a reproché à ces auteurs de trop s'intéresser finalement au phénomène de stabilité, de diffusion et de légitimité. Et du coup, ce renversement de focale, il a eu lieu, et du coup, les auteurs se sont intéressés au phénomène de désinstitutionnalisation. Et ce qu'on a constaté avec Caroline, c'est que finalement, il y avait peu de littérature qui portait sur l'entre-deux, à savoir des phénomènes qui s'institutionnalisent un petit peu, ou qui connaissent une institutionnalisation, une diffusion un peu restreinte, mais qui n'avaient encore rien là-dessus, quoi. Donc c'est comme ça qu'on se situe. Ça, c'était pour la première sous-question. Je vais être plus rapide pour les deux dernières, rassurez-vous. Pour la deuxième sous-question, l'idée, c'est d'arriver à identifier les facteurs de développement des coopératives. Donc, de ce côté-là, on peut poser encore une fois plusieurs hypothèses. Par exemple, on peut poser l'hypothèse qu'il y a des déterminants politiques locaux très forts. Par exemple, au Québec, on sait que les pouvoirs publics incitent fortement à la création d'incubateurs. On peut au contraire dire que finalement ce sont des initiatives individuelles, comme au Brésil, où va y avoir le cas des ITCP que Caroline développera peut-être un petit peu tout à l'heure. Voilà, et donc pour répondre à cette question, en fait, on mobilise une hypothèse de sociologie des marchés qui est assez classique, à savoir considérer les incubateurs comme des intermédiaires entre l'offre, c'est-à-dire les entrepreneurs potentiels, et la demande, c'est-à-dire les consommateurs potentiels. Et donc là, l'idée très simple, en fait, c'est de dire que ces incubateurs, ce sont des acteurs à part entière, qui ont des stratégies, qui ont des marges de manœuvre, et qui sont capables, par exemple, de s'approprier de façon opportuniste les incitations à créer des incubateurs, etc. etc. L'idée, c'est de grossir un petit peu le trait, de grossir un peu ces intermédiaires, de leur donner de la chair, quoi. Voilà, et donc dernière sous-question, troisième et dernière sous-question. On aura caractérisé l'institutionnalisation des coopératives, on aura caractérisé l'institutionnalisation des incubateurs. Et du coup, comment est-ce que s'articulent ces deux processus d'institutionnalisation? Est-ce qu'il y en a un qui va plus vite que l'autre? Si oui, pourquoi? Comment? Donc c'est ce sur quoi vos questions centrales se sont penchées. Ça va être les objectifs de notre recherche. Parce que si je comprends bien, en fait, c'est très intéressant, puis on a déjà hâte que vous soyez rendus au résultat, mais présentement, vous êtes encore en train d'élaborer votre recherche. Donc, quelle est votre méthode? Alors, effectivement, et d'ailleurs, c'est ce qui nous vaut d'être là avec vous aujourd'hui, c'est que on va avoir une méthodologie essentiellement empirique, avec des collectes de données très larges et une perspective comparatiste et historique. 3 pays, Québec, donc voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, et ce qui va nous donner d'ailleurs l'occasion de coopérer avec la chaire Guy Bernier, le Brésil et la France. Alors on peut se dire pourquoi Québec, le Brésil, au-delà du climat intéressant et de la bonhomie des Québécois. En fait, parce que on pense que ces deux pays ont une histoire et une relation aux coopératives qui sont très différentes. Je peux mentionner par exemple le fait qu'au Québec, il existe une loi sur les coopératives, ce qui n'existe pas chez nous par exemple. Donc ça pourrait être intéressant de voir dans ce contexte institutionnel historique différent comment et les mécanismes d'accompagnement et les coopératives se sont développés, quelles difficultés elles ont rencontrées, etc. Benoît disait, il existe d'ores et déjà des mécanismes d'accompagnement, ils ne sont pas forcément appelés incubateurs, mais on peut penser aux coopératives de développement régional qui sont là pour apporter un soutien de développement aux coopératives. Et donc on va essayer d'observer ce type d'acteurs, on va y revenir, mais en tout cas donc une histoire un petit peu spécifique au Québec. Et au Brésil, on a là aussi des coopératives qui existent depuis longtemps, qui sont implantées dans différentes parties de l'activité économique. Mais en plus, le Brésil se distingue souvent par des innovations en matière d'accompagnement et d'incubation. Et je pense notamment à ces ITCP, donc des incubateurs de coopératives technologiques populaires. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est coopératives populaires. Donc en fait, c'est des incubateurs de projets entrepreneuriaux dédiés aux populations défavorisées des favelas. Donc qu'on va accompagner pour essayer de porter leurs projets professionnels et du coup qu'ils accèdent finalement au marché de l'emploi d'une certaine façon.
Et c'est original donc dans la cible, mais c'est aussi un mécanisme qui est là plutôt porté par l'université par rapport au CDR dont on parlait tout à l'heure. Donc on a vraiment des contextes très spécifiques. Donc on pense qu'une comparaison des trois dans la dynamique, dans l'histoire et dans la performance d'une certaine façon va pouvoir être très instructive. Alors après, plus concrètement... comment est-ce qu'on l'articule? Comment est-ce qu'on recueille ces données? Très concrètement, on va faire 2 campagnes d'entretien semi-directif. OK. Une première campagne côté entrepreneur et une seconde campagne côté incubateur, ce qui paraît a priori logique. Donc la campagne du côté entrepreneur, on va s'intéresser finalement à 2 types de populations. Premier type de population, les étudiants en entrepreneuriat. Donc on va leur faire passer des entretiens semi-directifs, voire éventuellement des questionnaires. Et deuxième population, les porteurs de projets coopératifs qui sont en phase de création. Ensuite, deuxième campagne d'entretien, ça va être pour les incubateurs. Donc Caroline a mentionné les CDR. On a déjà rencontré plusieurs DG de CDR ici à Québec. On va faire de même avec les homologues dans les ITCP brésiliens. Mener des entretiens semi-directifs avec tous ces types d'acteurs. OK, donc c'est surtout en entretien, pour l'instant du moins, que ça se décide potentiellement plus tard par questionnaire personnel. Tout à fait. Et en quoi pensez-vous que vos résultats, que votre recherche, pertinence, j'en doute pas, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer pour la pratique? Alors, en fait, je pense que les résultats, je pourrais apporter des réponses à plusieurs niveaux. Tout d'abord, je vois un intérêt immédiat pour les praticiens et les managers d'incubateurs existants au Brésil et au Québec, puisqu'on va leur fournir finalement des premiers éléments d'évaluation de leur action, puisqu'on va pouvoir comparer leur offre de services aux besoins ou aux difficultés avancées par les entrepreneurs. Et du coup, voir s'il y a un arrimage entre les deux, et le cas échéant, du coup, leur donner des pistes d'amélioration. Donc ça, c'est vraiment la première vision, on va dire, la plus rapide. Ensuite, deuxième impact pour les praticiens des incubateurs qui existent en France, ce dont on parlait tout au début, qui sont justement confrontés à cette préoccupation-là, puisque du coup, on va pouvoir leur apporter des bonnes pratiques qu'on aura pu observer au Brésil, au Québec, en matière d'accompagnement des coopératives. Et puis, dans un troisième temps, on peut se dire, si notre résultat, c'est de mettre en évidence que vraiment l'accompagnement à l'entrepreneuriat coopératif est très spécifique, idiosyncratique, etc., pourquoi pas créer de nouveaux organismes qui soient dédiés à cette activité-là. Là, on était parti sur l'idée que les incubateurs traditionnels pouvaient prendre en charge, mais si nos résultats semblent plutôt dire que il faut c'est de spécialiser les services en quelque sorte. Exactement, et du coup, là, on pourra apporter une aide au design du modèle d'affaires et du modèle d'accompagnement de ces organisations. Mais au final aussi, vraiment, il ne faut quand même pas oublier, notre objectif, c'est l'entrepreneur coopératif lui-même, et on pense que du coup, on pourra l'aider à identifier les bons partenaires pour développer son projet coopératif au mieux. Mais c'est franchement très intéressant. Je vois seulement un gros problème dans votre étude, c'est que vous arrivez ici et puis vous n'avez pas terminé, donc on n'a pas les résultats. On est encore sur notre petit. J'espère franchement que vous penserez à nous une fois que l'enquête sera terminée, parce qu'on est plus qu'intéressés à avoir les résultats. Je vous souhaite bon succès dans la collecte et puis au plaisir de vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.